Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'instinct RH par Culture RH. Faites-moi signe dans le chat si tout fonctionne, si vous êtes là, histoire que l'on s'assure que tout est opérationnel. Je vois un premier bonjour. Bonjour Alexandra, Hélène, Bérangère, Kerly. Bonjour Culture RH. J'ai vu passer Culture RH. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Trop contente de vous retrouver. On est sur le dernier webinaire du mois d'octobre. Et en plus, on est là pour un sujet qui, j'espère, vous plaira, mais un sujet qui va nous faire du bien, puisqu'on va parler du bien-être et du sport en entreprise. Donc, je trouve que ça tombe à pic. Hein. La rentrée, elle est passée. On est tous un peu fatigués, flagadins. On a besoin un peu de se rebooster et je pense que ça nous fera du bien d'aborder un tel sujet. Et en plus, c'est un sujet inédit sur Culture RH. On l'a encore jamais abordé pendant un webinaire. Donc, trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Et puis, pour aborder ce sujet, en plus, on a 3 invités qui vont pouvoir nous partager tout ce qu'ils ont d'intéressant à nous dire. Je vais commencer peut-être par Angelica. Si tu veux bien nous dire un petit peu, Angelica, qui tu es, ce que tu fais de beau, pourquoi tu es là aujourd'hui, et après, on passera la main aux autres invités. Bonjour Anaïs, bonjour à tous. Écoutez, je suis donc consultante en qualité de vie au travail, formatrice à mes heures perdues et facilitatrice également d'ateliers en intelligence collective. Donc tout ça pour mener à bien la qualité de vie au travail dans les entreprises. Eh ben, c'est simple, efficace et concis, donc J'en dirai parfait. plus après. Elle nous a pitché ça en moins d'1 minute, parfait. Marine? Bonjour à tous, moi c'est Marine. On a une alarme incendie qui vient de se déclencher. Je ne sais Oui. pas si vous l'entendez. Je ne suis pas en danger, je tiens à le préciser. C'est un exercice. C'est le timing Ça tombe à parfait. pic. Voilà. Je vais essayer d'être brève du coup parce que ça va durer 5 minutes. Donc moi c'est Marine, je suis People Development Partner chez Pictarine. Pictarine, on est une boîte de tech à Toulouse. On est environ 70 collaborateurs. On crée des applications mobiles qui servent à développer des photos pour des utilisateurs américains. Et moi, j'ai un parcours grande distrie et maintenant commerce, enfin, c'était du commerce, pardon, et maintenant RH et QVT. Voilà. Parfait. Trop contente de t'avoir parmi nous. Et puis, on a Loïs qui est là et qui, en plus, représente Urban Sports Club qui est à l'initiative du sujet qui est porté aujourd'hui. Dis-nous tout, Loïs. Bonjour tout le monde. Donc oui, je m'appelle Loïs, je suis marketing manager chez Urban Sports Club sur le marché français. Puisqu'on est donc une entreprise allemande, on est l'avantage salarial sport et bien-être le plus flexible et diversifié d'Europe. Donc marché allemand historiquement et puis maintenant dans 7 pays en Europe. La vision de l'entreprise, c'est de permettre à chacun et chacune de mener une vie active et saine. Et on le propose en fait à travers un abonnement et une application unique qui permet aux entreprises de cofinancer du sport et du bien-être pour leurs salariés. Donc, on est partenaire avec des salles de sport, des studios de yoga, des piscines, des cours de tennis, de pilates, etc. Plus de 50 activités, donc je pourrais continuer longtemps la liste. Et l'idée, c'est qu'avec ce seul abonnement, tous les collaborateurs peuvent faire tous les sports et activités de bien-être qui leur plaisent. Donc, une manière pour l'entreprise, en fait, de participer à la santé physique et mentale de leurs collaborateurs, à la fois pour leurs bénéfices personnels et pour les bénéfices de l'entreprise. Moi, Voilà, déjà, il y a des mots que j'ai aimés là. J'ai entendu pilates. Je sais pas si tu l'as dit, mais moi, je l'ai entendu, massage. il y a exactement dans certaines formules d'abonnement, il y a du massage, de la cryothérapie, de l'électrostimulation. Oui, tout à fait. Bon, eh ben, on va l'imaginer pour cette heure ensemble, et puis peut-être un jour se le permettre, dans nos entreprises respectives. On est là justement pour à peu près 3/4 d'heure, 1 heure pour, aborder ce sujet. Alors on vous dira un petit peu plus après ce qui va être abordé aujourd'hui, mais l'idée évidemment, comme à chaque fois, je vous le répète, mais c'est que c'est votre webinaire, vous qui êtes en train de nous écouter, donc vraiment sentez-vous à l'aise de poser vos questions, de rebondir sur ce que peuvent, nous partager Louis, Marine et Angelica, avec, chacun leurs apports. On va vous proposer un webinaire très riche aujourd'hui. Peut-être un petit mot, Louis, sur le pourquoi du sujet du jour. Et puis, si tu veux nous mettre un peu en appétit sur ce qu'on va aborder aujourd'hui, histoire qu'on sache où on met les pieds pour ce webinaire. Tu nous briefes? Yes. Alors, on a voulu l'aborder d'une façon très opérationnelle, en fait,
parce que nous, on parle souvent de beaucoup de points de données sur les avantages du sport et du bien-être, prouver que ça réduit en effet l'absentéisme, que ça booste la productivité, etc. Mais tout ça, c'est super, c'est très théorique. En fait, ça convainc les RH, mais ça ne les aide pas toujours à mettre en place en fait des actions concrètes pour booster cette pratique du sport en entreprise. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des occasions en fait d'événements pour pouvoir, clé en main, créer des opportunités pour les salariés de se retrouver d'une manière différente. Voilà, donc on va parler de ces 10 événements dans la vie d'une entreprise des salariés qui peuvent être utilisés en fait comme des prétextes pour créer de la socialisation, du bien-être et faire découvrir des nouveaux sports, faire rencontrer des personnes d'équipes différentes. Et puis, on parlera bien sûr de comment essayer de convaincre sa hiérarchie parce qu'en général, les RH, on n'a pas vraiment besoin de les convaincre des bienfaits de tout ça, mais il y a aussi l'idée qu'il y a d'autres parties prenantes dans l'entreprise qui doivent être embarquées. Voilà. On va en parler. On va pas tout spoiler tout de suite, mais on en parlera. Super. On y va, on se lance. Alors, un petit contexte et petit constat autour de l'absentéisme de ton côté, Loïs. Qu'est-ce que tu veux nous partager pour qu'on puisse un peu prendre conscience de ces enjeux? Oui, là, depuis 4 ans, on a vécu avec le Covid un boom énorme des arrêts maladie, notamment et aussi après le Covid, c'est-à-dire que malheureusement, ça ne s'est pas arrêté, de plus en plus lié à la santé mentale. Et là, on est depuis plus d'1 an, on a des gouvernements successifs qui commencent à nous avertir qu'il va y avoir peut-être un durcissement en fait des politiques pour réduire ce coût-là. Alors, bien sûr, les gouvernements proposent ce qu'ils veulent, mais évidemment que nous, chez Urban Sports Club, notre vision, c'est que, OK, les jours de carence, il y en aura plus. Est-ce que les gens vont peut-être moins partir en arrêt maladie? Est-ce qu'ils iront mieux pour autant? Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que c'est une solution un peu une rustine, mais en fait, ça ne répond pas à la problématique initiale qui est que parfois, l'environnement de travail n'est pas optimal et peut être amélioré pour réduire cet absentéisme et donner envie aux gens d'aller au bureau et de créer un environnement de travail, des conditions de travail qui font que leur santé est plus prise en compte dans leur vie au quotidien. Voilà. Alors, juste petite parenthèse, quand on a fait la promotion de ce webinaire il y a quelques jours, je partageais sur mon LinkedIn, j'avais vu un article qui m'a fait sourire, mais sourire, pas sourire jaune, hein. Tesla qui annonçait qu'ils envoyaient des managers frapper à la porte des salariés qui étaient absents pour vérifier s'ils sont bien chez eux en arrêt. Je trouve ça assez aberrant. On en discutait quand on préparait ce webinaire et voilà qui donne le ton en fait sur l'importance de prendre en main ce sujet à l'interne avant même de se dire on va les fliquer nos salariés. La question, il faudrait peut-être la prendre dans l'autre sens et se dire qu'est-ce qu'on peut faire justement pour qu'ils se sentent bien dans l'entreprise avant même de penser, d'avoir ce réflexe, c'est assez dingue. Et alors, Marine, sur la question de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça doit être une priorité? Toi qui, je sais, chez Pictarine, tu nous en parleras encore mieux tout à l'heure, mais je sais que c'est un vrai sujet chez vous. Et pourquoi, comment vous en êtes arrivé à en prendre conscience chez Pictarine en fait? Pourquoi c'est un sujet? Pourquoi c'est un sujet chez Pictarine? Je dirais que chez nous, ça fait vraiment partie de nos valeurs d'entreprise de faire attention aux collaborateurs. On a une vraie politique de care. En fait, on estime qu'on a un travail qui est relativement exigeant. On répond quand même aux besoins de millions d'utilisateurs. Donc, on a des collaborateurs qui font ça, qui sont exigeants dans leur travail. Donc, nous, dans la Team People, il faut qu'on soit aussi exigeants sur ce qu'on propose, sur la qualité de ce qu'on propose pour que les collaborateurs se sentent bien là où ils sont, pour qu'ils soient heureux. Et je pense que le cercle vertueux n'est plus à démontrer quand il y a des collaborateurs heureux. Ça fait des collaborateurs engagés, motivés, et tout ce qui peut aller avec ça, donc plus productif, mais c'est aussi bon sur plein de pans comme la marque employeur, le recrutement, l'attractivité, la cooptation. Et c'est une façon de prendre soin des gens aussi.
Très clair. Et je pense qu'on a la chance de t'avoir aujourd'hui parce qu'on va voir toute l'expression d'un modèle qui fonctionne. Donc ça, c'est une belle preuve par l'exemple. Et en ce qui te concerne, Angelica, qu'est-ce que ça t'inspire, du coup, cette pose de contexte autour de l'absentéisme, de la culture d'entreprise? Toi qui as vu plusieurs entreprises et qui est actuellement en mission, d'ailleurs, dans un grand groupe. Alors déjà, la première question, c'est déjà, est-ce que les gens comprennent ce qu'est la qualité du travail? Souvent, c'est un peu mal interprété. On y met un peu les corbeilles de fruits, un coup de baby-foot et on s'arrête à l'apéro et on considère que l'action QVT a été menée. Donc, je pense que déjà, clairement, c'est de mettre les acteurs autour de la table, faire en sorte de créer un comité, avoir une personne sur le quotidien. Hein, on a vu plein d'appellations comme les office managers, les chief happiness officers, les community managers, enfin bref, les noms sont nombreux, mais en tout cas, tout ça, ça va dans le même sens. On veut promouvoir des actions, qu'elles soient autour du sport, qu'elles soient autour de la culture, qu'elles soient autour aussi des formations, des conférences. Voilà, on a plein d'outils différents et des ateliers collectifs pour apprendre de nouveaux outils comme le Codev. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, d'une part, créer de la solidarité dans les équipes, mieux se connaître soi-même pour aussi mieux interagir avec les autres. Ça permet aussi une intelligence collective et on est plus créatif et plus performant naturellement. Et finalement, on se pose la question, la qualité du travail, c'est quoi exactement? C'est tout simplement déjà d'améliorer les conditions de travail des collaborateurs, faire en sorte qu'ils soient en santé, qu'ils soient bien en termes de prévention santé, on leur amène justement un environnement de travail adéquat. On voit à quel point aujourd'hui il y a un enjeu sur le télétravail. Concrètement, comment gérer le travail hybride, comment aussi faire en sorte pour que les gens reviennent au travail. Il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui veulent limite supprimer le télétravail. Donc, c'est aussi une vraie réflexion autour de ces sujets. Et je pense que la QVT aujourd'hui va challenger finalement les risques psychosociaux. Donc, on va pouvoir traiter les burn-out en amont, en étant dans la prévention primaire. Donc, dès le départ, sensibiliser les collaborateurs pour qu'ils apprennent à prendre soin d'eux, l'importance justement de faire une activité physique, pas forcément que sportive, le fait de marcher déjà, au lieu de prendre le bus, le métro, on peut peut-être déjà commencer par des petits pas. Tout ça pour lutter contre justement les problèmes de sédentarité, d'obésité, tous ces problèmes de santé, indépendamment des problèmes d'absentéisme ou de turnover. Donc, Ouais, c'est un vaste sujet. Je pense qu'on aura le temps de débattre pendant ce webinaire. On le développera tout au long. Et alors, je vois déjà des premières réactions dans le chat. Il y a Nadine qui nous dit, alors je trouve son commentaire intéressant parce qu'il soulève quelque chose. Elle dit, je travaille en administration, il y a une salle de sport, mais je n'y vais pas. J'ai l'impression que le sujet du sport est très bien mis en évidence sur cette priorité pour les agents. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'elle dit qu'elle n'y va pas. Et je pense que ça soulève un autre point que justement tu aborderas après, Loïs, sur l'importance de proposer des choses qui collent avec les envies des salariés. Enfin, c'est quand même la base. Oui. Avant même de se dire, on va prendre le sujet, on va mettre en place des choses, on va sonder l'interne. Juste petite parenthèse avant d'aborder ce sujet-là. Aujourd'hui, on a Marine et Angelica et tout au long de ce webinaire, on a des idées de pratiques qui sont partagées par Loïs et par l'initiative Urban Sports Club. Mais on aura tout au long de ce webinaire plein d'exemples qu'elles-mêmes ont mis en œuvre dans leurs entreprises respectives. Donc, on va faire en sorte de vous proposer plein d'exemples assez riches. Mais au-delà de ça, c'est aussi comment le mettre en place, comment calculer les bienfaits, etc. Donc, on espère vous proposer quelque chose de très complet. Donc, refocus. Ça rebondit un peu sur le commentaire de Nadine, Loïs, mais c'est quoi la première étape avant même de se dire, tiens, on va mettre une salle de sport, tiens, on va faire des ateliers yoga. Avant de faire ça, hop, doucement, il y a une première étape. Exactement, parce qu'on voit par exemple que dans l'entreprise de Marine, chez Pictarine, il y a, en fait, c'est porté par le top management et quand c'est comme ça, c'est top, c'est là que ça marche le mieux. Mais soit quand il n'y a pas ça ou même quand il y a ça, il faut en plus de cette initiative top-down qu'il y ait en fait un recueil des demandes et des besoins pour que cette initiative, en fait, elle soit la plus inclusive possible et qu'elle corresponde aux besoins réels des salariés. Parce qu'en fait, avec une très bonne intention, on peut soit gâcher des ressources parce qu'au final, on met en place quelque chose qui sera peu utilisé, soit en fait passer à côté de ce dont les gens ont vraiment besoin. Donc en fait, il faut
arriver en disant, nous, on veut travailler sur tel sujet. La première piste, c'est si c'est une entreprise assez grande pour avoir un CSE, évidemment collaborer avec le CSE parce que le CSE, c'est une instance élue qui a une légitimité. Donc, en fait, en collaborant avec eux, on va asseoir la légitimité du dispositif ensuite et aussi se faire un allié supplémentaire dans la promotion du dispositif. Et puis après, il y a des outils évidemment formels et informels. Ça va du questionnaire, mais aussi à une réunion plus informelle, à un recueil qualitatif de retours, de demandes, etc. Et surtout, d'essayer de créer quelque chose avec une variété. Parce qu'en effet, ce que disait Nadine, c'est hyper intéressant. Je suis d'accord avec toi, Anaïs, parce que ça montre qu'elle comprend que son entreprise, là, l'administration, la direction générale des douanes, en fait, porte le sujet, mais Nadine se sent peut-être pas concernée parce qu'en fait, elle n'a pas envie d'aller à la salle de sport. Parce que le sport, c'est pas que la salle de sport. Et alors, c'est super, il faut mettre en avant, parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui, dans leurs locaux, mettent des équipements, etc. Et il faut vraiment en parler parce que c'est une super initiative. Mais malheureusement, ça ne correspond pas aux besoins de tout le monde. Parce qu'en plus, on a peut-être des fois pas envie de faire du sport avec ses collègues et c'est pas grave. On a peut-être envie de faire du sport aussi le week-end, le soir, sans aller sur son lieu de travail. Et puis aussi, on n'a peut-être pas envie de lever de la fonte ou de faire du rameur. Donc, hyper bonne intention, sûrement plein de gens qui en profitent. Mais malheureusement, on peut aller plus loin et il faut, si on veut que ça touche le plus de monde possible, quoi. Voilà. J'aimerais bien justement rebondir sur ça et te questionner, Marine, parce que il me semble que chez vous, chez Pictarine, c'est un sujet récurrent. Enfin, vous travaillez avec une collègue régulièrement pour vous poser, vous questionner sur ce que vous mettez en place. La phase de récolte du besoin en interne, ça, c'est quelque chose que vous faites aussi, je suppose. Et je serais curieuse de savoir comment vous le faites et à quelle fréquence, du coup. Oui, alors déjà pour expliquer un petit peu comment on fonctionne, nous on a ce qu'on appelle le calendrier des events qu'on met en place avec cette collègue, donc Sylvie. Donc on propose tous les mois des événements. Donc on a un peu classifié ces événements, que ça soit du CARE, que ça soit des événements pour fédérer. Donc ça, c'est toujours des choses qui sont proposées. Et là, j'appuie vraiment sur ce que tu disais, Loïs, c'est que je suis d'accord, il faut en proposer pour tous les goûts. Il faut que tout le monde puisse se reconnaître dans le calendrier des events. Donc, ça peut être du sport, mais ça peut aussi être du loisir, ça peut être de la culture, ça peut être de l'afterwork, ça peut être des événements liés à la nourriture. Enfin, voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Sur ce côté de recueillir le besoin, nous, ce qu'on fait, c'est qu'il y a toujours une phase initiale à un moment ou à un autre où on envoie un sondage pour savoir, en fait, on sonde sur le semestre ou le trimestre qu'on vient de passer. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Qu'est-ce que vous avez le moins aimé? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour le prochain semestre? Et on se remet tout le temps en question. Et ce travail, on le fait donc tous les mois, on propose un calendrier différent avec des choses qui sont plus ou moins récurrentes. Et tous les semestres, on remet vraiment à plat l'organisation en se disant OK, ça, ce cours, par exemple, de yoga du vendredi, est-ce qu'on le conserve? Là, on voit que les afterworks, c'est ce qui a plu le plus. Donc, tous les mois, on va mettre un afterwork, etc. Et il y a une chose aussi que je rajouterais, c'est que pour nous, un événement, pour qu'il soit le plus bénéfique aux gens, alors déjà, ça ne sert à rien de demander aux collaborateurs de participer à tous les événements. Ils peuvent piocher parce que notre calendrier, il est très, très vaste. Mais surtout, il faut que ça soit sur la base du volontariat. Ouais. C'est complètement délétère. Obliger les collaborateurs à venir à participer à un événement, c'est pire que mieux. Donc, on les laisse piocher et on leur explique bien, venez à ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez envie, et c'est comme ça que ça fonctionne vraiment le mieux. Très clair. Donc, il y a cette nécessité de consulter en amont, mais pas seulement, de consulter régulièrement pour s'assurer qu'on est toujours sur aligné, quoi, en fait. OK. Il Très faut clair. vérifier constamment la satisfaction des collaborateurs. De la même façon qu'on sonde un peu nos clients aussi, comme dans une entreprise, pour savoir s'ils sont contents d'une solution, il faut faire pareil en interne. Mais oui, bien sûr. Ça s'applique aussi à ça. Et peut-être une dernière idée d'un outil très opérationnel, c'est en fait de créer un canal de communication dédié à ces sujets-là. Pour partager par exemple les photos ou les invitations pour aller à un événement sportif, parce que là on va parler d'événements qui peuvent être portés par la hiérarchie, mais quand on a en place une solution comme Urban Sports Club, en fait les salariés peuvent eux-mêmes aller organiser un événement eux-mêmes en disant moi tel jour je vais à tel
cours de yoga, cours de pilates, qui veut venir avec moi? Et du coup, si on a un lieu de discussion centralisé qui est dédié à ça, et ben, en fait, on décuple l'impact des dispositifs. Et c'est très simple, ça ne coûte rien. Voilà, ce qu'on utilise Slack, Teams, ben, on crée un channel dédié à ça. Et ça crée en fait un lieu dédié au sujet et ça donne à chacun un peu d'ownership en fait sur ces sujets. Voilà. Et ça s'inscrit encore plus dans la culture. Exactement. Moi, je compléterais par rapport à ce que vous disiez, parce que c'est vrai que les audits, tous les petits questionnaires qui sont réguliers, récurrents, je trouve que c'est super interactif et au moins on peut s'adapter. Mais ce que je peux constater dans certains groupes d'entreprises où j'ai eu l'occasion d'accompagner un client où ils étaient à peu près 800, ils font des questionnaires comme beaucoup de grands groupes une fois par an. Et suivant le temps que l'analyse soit faite, bah, ça prend du temps. Le temps que ça soit déployé, bah, du coup, entre-temps, les gens ont peut-être d'autres choses. Et ce que j'avais initié lors de ce questionnaire, finalement, d'une part, je rejoins ce que Marine disait, du volontariat, parce que ça, clairement, lorsqu'on a des personnes qui ont envie de travailler sur le sujet, ça change la donne. Mais j'avais créé quelque chose de participatif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils avaient tous un questionnaire qu'ils pouvaient, entre guillemets, discuter avec leurs collaborateurs. Et ensuite, il y avait des ambassadeurs qui étaient élus, entre guillemets, se sont rassemblés à un groupe de travail. Et ensuite, ils débattaient sur chaque question et en faisant des allers-retours avec leurs collègues. Donc, ça a duré 3 mois. Mais en fait, ce questionnaire servait de base, de support à toute cette réflexion de la qualité du travail sur plein d'idées différentes, avec des populations qui étaient, on va dire, dans le secteur tertiaire, avec le côté je suis au bureau, donc ma mission elle est bien spécifique. Quand je suis commercial, entre guillemets, bah, je suis dans la voiture, bah, j'ai des besoins différents. Et quand je travaille en usine, bah, clairement, on n'a pas les mêmes attentes. Et donc, du coup, Oui. on a pu balayer sur ces 3 typologies de personnes dans l'entreprise, bah, chacun avec quelque chose de très global qui concernait toute personne de l'entreprise pour avoir l'appartenance à l'entreprise, mais également après, on faisait du cas par cas pour pouvoir proposer des actions ciblées pour chacune des cibles de l'entreprise. Donc, ça a été vraiment bénéfique. Et du coup, la direction était très surprise que finalement, ce n'est pas les collaborateurs qui sont régulièrement sollicités qui ont le plus participé, mais c'était ceux qui étaient souvent oubliés dans l'histoire, ceux qui travaillaient en usine, qui ont pris le sujet à bras-le-corps. Comme quoi. Et alors, Nadine qui nous dit dans le chat, il n'y a jamais de sondage pour connaître les besoins des agents, dans son exemple. Donc, vous voyez, ça rejoint ce qu'on disait, toute l'importance de sonder. Et alors, on va se lancer sur les 10 idées d'événements. Je vois des personnes qui questionnent sur le côté budget. On viendra à la fin sur l'aspect financier, vous inquiétez pas. Donc ça, je garde ces questions-là au chaud. On reviendra sur ça en dernière partie. Et je vous propose qu'on s'actionne sur voilà, 10 idées. 10 idées. Si on peut résumer ça, ces 10 idées, en fait, elles couvrent un peu tout le cycle de vie du collaborateur, un peu en quelque sorte. C'est un peu comme ça que tu l'as construit, Louis, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, parce que l'idée, c'est qu'en fait, chacun à un différent moment de sa vie dans l'entreprise a une envie, un besoin différent et on peut s'adresser à lui en tant qu'entreprise via ces événements. Donc, je ne sais pas si tu veux déjà qu'on fasse le déroulé des 10, que j'en parle rapidement. Moi, je me dis autant on saute dedans quand on y va. On se lance direct sur le premier, dans la toute logique, la partie intégration. Et alors, je vois Natacha qui dit, dans le cadre d'une implantation nationale multisite, ils ont des difficultés à implanter géographiquement. Enfin, je pense que justement, ce qui est sympa avec ce format de 10 idées, il y a peut-être des choses que vous allez pouvoir picorer, vous dire, tiens, ça pourrait s'adapter à mon entreprise qui a cette particularité. Donc, l'intégration, première étape de la vie du collaborateur. Exactement. Donc, comme on le sait, l'intégration, c'est là que tout démarre. Et le plus vite, on montre aux collaborateurs en fait, qu'il se passe des choses intéressantes, qu'on prend soin d'eux, le plus vite, en fait, on permet de booster l'intégration et de créer une expérience positive. Donc là, ça peut… Moi, par exemple, quand je suis arrivé sur Urban Sports Club, j'ai même fait une séance avec mes futurs collègues avant d'arriver dans l'entreprise. Donc, ce n'est pas obligé d'être comme ça partout, mais moi, j'ai adoré parce que du coup, avant mon premier jour, j'avais déjà vu mes futurs collègues, j'avais passé un moment de détente avec eux en dehors du travail. Mais donc, dans le cadre d'une entreprise, ça peut être
selon la taille de l'entreprise, à chaque arrivée, s'il n'y a qu'une arrivée tous les 2-3 mois, ou dans une entreprise où il y a des arrivées toutes les semaines, ça peut être un événement mensuel qui est dédié à ces nouvelles arrivées, en fait. Et l'idée, c'est de mettre en valeur ces nouvelles personnes, que leur manager puisse les accueillir et leur proposer de co-organiser cet événement. Donc, on peut par exemple leur faire choisir la discipline qui va être proposée. On peut les inviter à choisir même l'endroit, etc., le déroulé de l'événement. Et ensuite, on invite les collaborateurs à souhaiter la bienvenue en participant à cet événement et en les rencontrant d'une manière différente. Voilà. Et peut-être un petit point de données qui est intéressant sur ce sujet, c'est que seulement 12% des salariés sont satisfaits de l'onboarding qui est prévu par leur nouvel employeur. C'est une étude de Gallup. Donc, c'est vraiment 12%, c'est très, très faible. Donc, on voit que les entreprises peuvent faire encore beaucoup de choses pour faire que ce moment-là, il soit… Parce que souvent, il y a des attentes. On est excité d'arriver. Et si directement, on est sur une baisse sur de la déception, c'est une opportunité ratée pour l'entreprise pour créer de l'émulation, quoi. Et du côté de Pictarine, alors, j'ai un bruit de fond, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas si ça vient de chez Angelica ou Marie, mais des fois, il y a un petit bruit de fond. Je ne sais pas si vous l'entendez, vous aussi, ou si c'est moi qui bug. Mais Marine, du côté de Pictarine, chez vous, l'intégration, j'imagine que c'est un sacré événement. Comment vous avez réussi à articuler cette étape par quel type d'événement? Comment vous l'avez transformé? Oui, alors chez nous, je dirais que l'événement de l'onboarding, ça n'est qu'une petite partie de l'onboarding parce que c'est un long process, l'onboarding. Ça commence bien avant même l'arrivée du collaborateur. Donc, on essaye déjà toujours de faire comprendre aux collaborateurs qu'on est impatient de le recevoir, qu'on est impatient qu'il arrive et que son arrivée sera une fête. Dans le sens où on prépare, on lui envoie des mails pour être sûr qu'il sache bien à quoi s'attendre avant son arrivée. Le premier jour est bien organisé aussi, il y a un petit déjeuner d'accueil. Le midi, on va déjeuner ensemble. Et en ce qui concerne l'événement, ce qu'on aime faire chez Pictarine, c'est toujours convier le collaborateur avant qu'il arrive sur un de nos événements mensuels. Donc, je parlais de ce fameux calendrier. Si je prends un peu l'exemple du mois d'octobre, par exemple, le 31 octobre, on va organiser Halloween. On pourrait être en mesure d'inviter des collaborateurs qui ne sont pas encore rentrés dans la boîte, mais pour leur dire, est-ce que tu veux venir passer ce moment convivial avec nous? Aucune obligation, mais si tu veux partager ça, au moins, ça te permet de voir un petit peu les collaborateurs avant même de mettre un premier pied dans la boîte et donc de te familiariser avec les gens et les lieux. Il y a un côté un peu opportuniste, en fait. En fonction de l'occasion, on peut contourner l'événement. Et c'est d'autant plus important parce que je vois, c'est ce que tu nous avais partagé d'ailleurs, Loïs, quand on avait partagé préparé le webinaire, que sur la satisfaction des salariés en général lors de leur onboarding, je crois que c'était 12% des personnes qui sont satisfaites de leur onboarding. Donc déjà, le 12%, il en dit long sur la manière dont les gens apprécient leur onboarding. Donc c'est dommage parce que si on a fait plein d'efforts sur la phase recrutement, mais que la partie onboarding, elle tombe à l'eau, il y a un effet déceptif. Et je vois Amandine dans le chat qui nous dit « Moi, je suis dans le secteur de l'industrie et c'est difficile de motiver les salariés de l'atelier et de trouver des événements qui leur plaisent. » J'en appellerai presque à votre créativité ou vos idées, peut-être Louis ou Angelica, si c'est un secteur qui vous parle. Demain, si on veut donner une idée à Amandine sur l'intégration de futurs salariés pour son atelier, ça pourrait être quoi l'idée qui collerait à cette population? Déjà, à nouveau, ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire de leur demander ce qu'ils veulent, parce qu'apparemment, ils semblent être difficiles. Peut-être qu'Amandine a déjà proposé des choses qui n'ont pas marché. Ce qui est sûr, c'est que dans une entreprise, sur un secteur comme ça, peut-être que proposer quelque chose dans les locaux peut être compliqué selon les équipements qui sont là. Mais c'est ce qui est le plus simple, en fait, parce que ça permet aux salariés de ne pas avoir à se déplacer, d'enchaîner ça sur leur journée de travail, voire pour limiter le temps de déplacement. Mais ensuite, ça peut être l'idée de faire venir un prestataire sur place. Mais là, il faut laisser le choix aux salariés de l'activité. L'industrie, moi, je vois peut-être plus des hommes, du coup, donc peut-être pas du yoga. Enfin, il faut recueillir le besoin. C'est peut-être un cliché, je ne sais pas, mais
vous en avez parlé tout à l'heure, il y a souvent, c'est justement souvent dans les secteurs du bâtiment et de l'industrie qu'il y a le plus en fait d'initiatives qui sont prises sur les échauffements le matin, etc. Ça peut commencer par ça en fait. Et puis ensuite d'essayer de rallonger ce moment-là. Et puis peut-être au lieu de le faire en tenue de travail, de commencer à venir avec des vêtements de sport pour le faire un peu plus longtemps, pour que ça devienne petit à petit, pas juste pour pas se blesser et pas partir en arrêt de travail, mais aussi pour passer un moment de qualité en fait. Voilà. Une bonne combinaison, le bon combo. Et je vois dans le chat des personnes qui partagent des idées aussi, donc c'est formidable. Tout le monde, tout le monde partage ses idées, tout le monde s'entraide. Je vois, il y en a qui parlent. Alors attendez, ça défile, du coup, j'essaie de rattraper les messages. Vous allez trop vite, vous êtes trop réactifs. Il y a Mathilde qui disait organiser des petits déjeuners. Des fois, c'est tout simple, mais rien que sur place, un petit déjeuner, un déjeuner ensemble. Le livret d'onboarding, donc ça, c'est la classique. De la sophrologie pour gérer les cycles de sommeil en cas de salariés postés ou des séances de yoga sur chaise sur la journée. Alors après, évidemment, mais je pense qu'en fait, on en revient finalement à la base, ce que tu disais, Loïs, c'est de les sonder, en fait, leur poser la question. Je pense Exactement. que c'est peut-être ça la clé, tout simplement. D'idées de sport, hein, ça peut être aussi des sports collectifs, ça marche très bien. Donc, Amandine nous a confirmé que c'était majoritairement des hommes, moyenne d'âge 45 ans. Bon, peut-être qu'ils auront plus envie de faire du football ou du basket, mais je peux donner toutes les idées que je veux. Ce qui va compter, c'est ce que eux voudront faire. Ce qu'eux veulent, ouais. Exactement. Ouais. Je pense aussi qu'ils se sentiront considérés et écoutés si on leur propose. Alors, il peut aussi y avoir parfois une espèce de blocage de dire « Ah non, j'ai pas envie ». Donc, ça, il faut tester plusieurs fois pour en fait petit à petit convaincre qu'on a vraiment envie de leur proposer quelque chose qui leur plaise. Et c'est aussi et que voilà, ils se rendent compte qu'il y a vraiment une volonté que du coup, bon, ok, je vais faire l'effort d'aller dire, de mettre plus de bonne volonté et d'aller dire ce qui me plairait, quoi. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir de la résistance au départ et c'est naturel. Il ne faut pas croire que le premier événement sportif qu'on va organiser après des mois ou des années de rien du tout, il va y avoir 100% des salariés qui seront là. En fait, il faut avoir aussi en tant que RH des attentes mesurées, quoi. Très clair. Est-ce qu'on jump sur l'événement suivant, l'événement mensuel, créer un rendez-vous mensuel? Yes, là, l'idée, c'est d'avoir… Un rituel? Pardon? De mettre en place un rituel, c'est ça? Exactement. L'idée, c'est qu'en fait, là, je propose du mensuel, mais selon l'appétence des salariés et le budget de l'entreprise, ça peut être tous les 2 ou 3 mois. Mais l'idée, c'est qu'il y ait une récurrence et qu'en fait, les salariés puissent se projeter, qu'ils sachent qu'à telle date, qu'ils le sachent assez à l'avance, il y aura quelque chose qui va se passer et qu'ils comprennent en fait que ça va être un dispositif qui est pérenne et que ce n'est pas du one shot. Et ça, déjà, justement, ça va leur faire comprendre que l'entreprise s'engage vraiment sur le sujet. Il faut aussi créer de la diversité, c'est-à-dire qu'il faut qu'à chaque fois, ce soit différent, à moins que vraiment tout le monde ait adoré et qu'en sondant, on se rende compte que c'est le sport qui a plu. Mais quand même, pour que tout le monde se sente le plus inclus possible, que ce ne soit pas tout le temps les mêmes et que tout simplement, on fasse découvrir des choses diverses parce que d'un point de vue prévention, santé mentale et physique, on sait que c'est important de faire une variété de pratiques différentes. Donc, il faut qu'il y ait du renouvellement parce que sinon, on se retrouvera sûrement avec tout le temps la même équipe et ça peut créer même l'effet inverse, c'est-à-dire de dire oui, eux, ils y vont toujours parce que c'est le sport qu'ils veulent, mais du coup, nous, on n'a rien pour nous. Donc, c'est évidemment pas du tout l'intention. Voilà. Angelica, tu as des exemples, quoi? Je compléterais ce que Loïs, du coup, il disait, c'est il y a plusieurs façons de mobiliser et de motiver les troupes. La gamification, par exemple, je pense à ça. J'ai vu dans les entreprises qui étaient très créatives à ce niveau. Chacun, en fait, avait des petits challenges dans la journée, que ce soit dans son poste de travail, en tout cas dans une activité qu'on pouvait leur proposer. Donc, lorsqu'ils participaient à une activité sportive, ils avaient tant de points. Lorsqu'ils marchaient, ils avaient tant de points, etc. Donc, ça soulevait le sujet de la mobilité. Ça soulevait le sujet aussi de pouvoir leur offrir des cadeaux. Donc, c'est-à-dire que si on avait 50 points, il y avait une boutique en ligne qui nous permettait d'acheter 1 heure de coaching, 1 heure de massage, ou pourquoi pas être présent à une réunion de direction et participer au débat de l'entreprise. Donc, ça pouvait vraiment répondre à
tout un tas d'attentes différentes des collaborateurs, mais ça motivait les troupes justement pour pouvoir se bouger d'une manière ou d'une autre, que ce soit individuellement ou collectivement. Et un autre exemple que j'ai beaucoup aimé aussi et qui répond à plus une quête de sens et envie de se sentir solidaire avec la notion de QVT et RSE, hein, donc la responsabilité sociétale des entreprises. On voit aujourd'hui l'environnement, la façon de consommer, ce sont des sujets qui commencent aussi à être portés par les collaborateurs. Je pense à une application qui permet en fait aux collaborateurs de marcher et grâce à ces pas, ça permet à l'entreprise de s'investir sur le fait de planter des arbres dans des zones qui ont été sinistrées. Et on voit à quel point la planète brûle un peu partout aujourd'hui. Donc, je pense que ce sont des initiatives qui ont du sens, que ce soit pour les jeunes, mais pas que les jeunes. Hein. Ce n'est pas que les millennials aujourd'hui qui sont concernés par ces sujets, c'est tout le monde. Et c'est vrai que tous les collaborateurs ont envie finalement de se dire, voilà, je me fais du bien, mais en même temps, si je peux contribuer et donner un petit coup de pouce à la planète, c'est cool, quoi. Donc, ça donne une bonne image de l'entreprise. Un bon moteur, ouais. Nickel. Et alors, Poujol qui dit oui, effectivement, mettre en place une récurrence par mois, en fait, ça permet aussi un changement durable, en fait, parce que ça inscrit une routine, ça devient une routine et du coup, c'est plus impactant qu'un événement unique en ayant cette ritualisation. C'est ça. Alors, l'étape suivante, l'événement anniversaire, donc fêter, si je dis pas de bêtises, en fait, on va fêter l'anniversaire par rapport à l'ancienneté, c'est ça? Je fête les 10 ans de Jean-Marie au service comptable, par exemple. Alors, voilà, la question que je me pose, moi, tout de suite, de prime abord, c'est OK, ça c'est bien quand on a une petite entreprise, mais quand on a une grosse boîte avec 1000 personnes, comment on va gérer ça alors? C'est comme pour l'onboarding, en fait. Selon la taille de l'entreprise, on peut combiner. C'est-à-dire qu'en effet, une entreprise qui accueille 30 personnes par mois, évidemment qu'on ne va pas faire 30 événements différents. Donc, on peut les combiner. Là, c'est pareil. Par exemple, on peut fêter chaque mois les anniversaires des collaborateurs. Et l'idée, c'est à nouveau de profiter de cette excuse pour mettre en avant des collaborateurs et leur proposer d'organiser eux-mêmes, en collaboration avec les RH et leurs managers, un événement qui leur ressemble en fait. Et ça va être du coup pour les autres collaborateurs l'occasion en fait de fêter ces personnes-là, de leur montrer qu'on est content de travailler avec eux au quotidien, etc. Donc, mais en effet, là, j'ai mis anniversaire collaborateur, mais on peut aussi fêter les anniversaires des salariés. Hein. C'est une autre idée. Je ne l'ai pas mis dans les 10, mais ça pourrait être tout à fait quelque chose qui marche. Et puis, on peut en fait, ce dispositif-là, il peut être associé à de la communication RH plus généraliste. C'est-à-dire que je pense que beaucoup d'entreprises font dans leur newsletter dire ce mois-ci, on fête les 3 ans de telle et telle personne. Et on peut en profiter pour inviter les collaborateurs à cet événement sportif et puis rajouter peut-être une petite citation du collaborateur. Enfin, tout ce qui peut être fait en fait pour montrer qu'on a de la reconnaissance pour ces personnes. Il y a certaines entreprises qui font des cadeaux physiques, qui offrent, je ne sais pas, un sac, une montre, etc. Et c'est super d'offrir un objet. Mais ce qu'on observe, c'est que souvent, les cadeaux dont on se souvient le plus, en fait, ce sont les expériences. Et les expériences partagées, du coup, avec les autres personnes de l'entreprise, ça a une valeur énorme parce que ça crée du lien, ça crée un souvenir commun. Donc, c'est au bénéfice vraiment de tout le monde. Très clair. Alors, moi, pardon, Angelica, j'ai juste une parenthèse qui n'a rien à voir, mais je fais un petit peu en arrière. J'ai des personnes dans le chat qui veulent vraiment savoir quelle est l'application dont tu parles, Angelica, pour les pas. C'est Trilly, ok, parce que moi, c'était cité dans le chat. Ouais, parfait, très bien, ça va dans le sens de tout le monde, c'est bien Trilly. Merci. Pardon, je te redonne la parole, vas-y. Non, je disais que ce que Loïs disait en termes d'événements pour fidéliser les collaborateurs ou typiquement fêter aussi les 10 ans de l'entreprise, ça peut être aussi un prétexte. Une fois par an, j'ai vu une entreprise, ils étaient par agence, par petits groupes, donc étalés sur toute une région, on va dire. Donc, c'est pas forcément évident que les collaborateurs se connaissent entre eux. Et je trouvais ça intéressant qu'une fois par an, justement, ils organisaient un team building où tous les collaborateurs étaient conviés
et chacun pouvait prendre le rôle qu'il avait envie. Soit certains faisaient typiquement le challenge sportif, l'autre personne qui avait des difficultés s'improvisait photographe, l'autre personne du coup organisait la collation, etc. Ce qui faisait que tout le monde contribuait à ce que l'événement se passe bien. Et du coup, à la fin de la journée, l'intégration, la fidélisation des collaborateurs était au rendez-vous. Et en même temps, il y avait un super souvenir parce qu'après les photos, on pouvait les afficher entre guillemets dans la salle de repos, la salle de détente qui permet de se rappeler tous ces bons moments ensemble, quoi. Donc clairement, c'est des rendez-vous qui étaient attendus dans l'entreprise. Mmh. Ouais, ça met tout le monde à contribution, donc ça, c'est chouette parce que ça fait du bien à la culture, globale. Et alors, autre événement annuel, alors attendez, je crois que j'ai sauté, est-ce que j'ai pas sauté une slide? Non, j'ai pas sauté une slide. Un événement annuel, alors là, on va réunir tout le monde. Alors, avant que tu nous partages un peu tes insights, Louis, j'aimerais bien questionner, Marine, chez Pictarine. Est-ce que vous avez un rituel annuel chez Pictarine qui pourrait peut-être nous inspirer? C'est quoi, vous, votre pratique, sur ce rythme-là? Ouais, bien sûr. Alors, il y a 2 choses qui me viennent en tête. Bon, évidemment, quand on parle événement annuel, moi, je pense au séminaire. Donc séminaire annuel où nous, on part, 3 ou 4 jours en semaine, dans peu importe la destination. On a déjà fait des destinations proches ou des destinations un peu plus lointaines. Et là, le but, c'est vraiment, de remercier, de faire la fête, de travailler quand même un peu, mais je dirais un soupçon de travail, mais beaucoup de fun sur après des activités qui fédèrent. Ça peut être du sport, ça peut être de la découverte. Voilà, ça peut être plein de choses. Mais il y a autre chose qui me vient en tête aussi, c'est que nous, on travaille sur le marché américain. Donc pour nous, c'est important de fêter, par exemple, Thanksgiving, Halloween, 4th of July. Donc ça, c'est des événements qui se répètent tous les ans et c'est des grands moments de fête chez Pictarine où là, souvent, ça passe par un repas, par des petits défis. Ça peut être des jeux, ça peut être voilà, des activités qu'on crée autour de ces événements-là qui sont faits dans le but de nous rassembler, de passer du temps ensemble. Mmh. Très clair. Et l'importance, d'autant plus pour une entreprise qui a une envergure internationale, c'est aussi un moyen de réunir tout le monde. Moi, j'ai déjà vu des boîtes, je vois, c'est par exemple l'entreprise Assist First, où une fois par an, ils vont dans une destination tous ensemble. Et aussi, alors là, ça demande un sacré budget, c'est encore un autre level, mais Louis, est-ce que tu veux bien compléter? Et peut-être justement peut-être pour des, comment dire? Des rituels un peu plus accessibles, tu vois? Je pense à notre audience où tout le monde n'a pas forcément les moyens de partir à Bali une fois par an, n'est-ce pas? Qu'est-ce que, à quoi tu penses en termes d'événements annuels et puis pourquoi c'est important aussi, Oui. ce rituel-là? Bah là, l'idée, c'est que l'événement annuel dans les entreprises, c'est quelque chose d'assez courant. Et en y rajoutant du sport, on rajoute une dimension différente parce que souvent, c'est quand même des événements très alcoolisés ou en tout cas avec un côté fête et c'est super. Mais rajouter une dimension avec quelque chose de plus sain, je pense que ça peut faire plaisir à beaucoup de gens. Et puis aussi, ça crée un moment à nouveau de convivialité qui est différente. On sait que ce genre d'événement, c'est souvent des choses qui se racontent ensuite des mois et des mois après. Et vous arrivez dans l'entreprise et vous entendez parler de l'événement annuel qui était il y a 6 mois et donc vous attendez celui qui est dans 6 mois. Bon, bah voilà, là, l'idée, c'est pareil, mais avec une activité plus axée bien-être. En effet, nous, on est une entreprise allemande. Donc, par exemple, cette année, on est tous allés à Berlin au siège. C'est évidemment pas possible pour toutes les entreprises. J'ai partagé une petite photo à la fin de la présentation. Tous ceux qui voulaient ont fait une compétition de paddle tous ensemble. Mais en fait, il n'y a pas besoin de voyager pour faire ça. Selon la taille des collaborateurs, si vous êtes une petite entreprise avec une vingtaine de salariés, faire venir un coach dans les locaux, ça peut coûter que quelques centaines d'euros. Donc, pour un événement annuel, ça reste un budget qui peut être maîtrisé. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'énorme. Une session de sport dans les locaux ou même dans un parc si on n'a pas l'espace. Enfin, il y a plein de choses qui sont imaginables. Donc, le budget, bien sûr, il en faut un petit peu, mais on n'a pas besoin de milliers d'euros pour chaque événement, quoi. C'est vraiment nécessaire. Adapté au contexte de l'entreprise et à la fois à ce que veulent les salariés. Et alors, un autre événement qui est tellement, tellement, tellement important, la célébration des résultats. Et j'aimerais bien après questionner Angelica aussi sur
Parce que moi, j'aime bien l'idée de célébrer les résultats, mais je me dis pourquoi on ne prendrait pas aussi le truc à contre-courant et dire célébrer aussi les moments où on galère. Je me dis après tout, c'est vrai ça. Finalement, c'est peut-être dans ces moments-là qu'on a plus le besoin en fait de soutien et pas de C'est célébrer, mais en l'événement tout cas, d'après. ouais. Ah mince, je suis en train de spoiler. Ah je me tais. Non, non, mais c'est très bien J'arrête de parce que parler. Mais cet on peut faire événement un sur pont les entre les résultats. deux. On fait un pont entre les deux. Oui, oui, parce qu'en fait, au final, c'est la même thématique, c'est-à-dire de parler de qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise Mhm. et de fédérer autour d'un projet commun. Là, les résultats de l'entreprise, parfois, c'est partagé dans l'événement annuel, mais ça peut être d'autres occasions. Par exemple, ça peut être la signature d'un gros contrat, le rachat d'une entreprise concurrente ou autre, l'ouverture d'une nouvelle division. En fait, c'est l'idée de, à nouveau, marquer les esprits sur un moment qui est très important pour l'entreprise, mais qui ne pourrait être qu'une annonce par email. Et en fait, en faire un événement avec un côté collaboratif et de faire quelque chose ensemble, ça lui donne une toute autre dimension, en fait. Et puis, d'autant plus s'il y a beaucoup de personnes en télétravail, tous ces événements-là, c'est l'occasion d'inciter les gens à venir sur place pour profiter de ce dispositif-là, puisque l'idée, c'est de l'offrir. Donc, en fait, ça donne des billes supplémentaires à l'entreprise pour créer une culture où chacun sent que l'entreprise considère chaque individu et les inclut dans le projet collectif parce que, en fait, une entreprise, c'est un récit et il faut réussir à inscrire tout le monde dans ce récit pour les embarquer. Et ce n'est pas toujours facile parce que tout le monde n'est malheureusement pas toujours passionné par la mission de l'entreprise. Évidemment, quand on recrute, on essaie de faire en sorte que oui, mais ça peut s'étioler avec le temps. Et tous ces événements-là, ils vont venir entretenir en fait cet esprit de « OK, on fait quelque chose ensemble, on a un objectif commun ». Même si on est plein d'individus différents avec des vies différentes et des aspirations différentes, quand on est au travail, on a cet objectif commun et ces événements-là, ils peuvent y participer. Moi, Est-ce je qu'on peut compléterais. conjuguer, pardon, Angélica, est-ce qu'on peut conjuguer justement avec le côté moins évident quand il y a des downs aussi, quand c'est plus compliqué? Est-ce que, justement, Angélica, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vu ça? Parce que c'est pas commun, je pense. C'est très rare. Et je pense qu'aujourd'hui, des entreprises, finalement, quand il y a des difficultés, qu'elles soient d'ordre organisationnel, managérial ou financière, elles ont tendance un peu à se replier sur elles-mêmes. Il y a la peur peur de l'autre qui s'installe. Et finalement, c'est l'effet inverse qui se produit. Au lieu que les personnes, effectivement, se rassemblent, c'est plutôt la division. Néanmoins, on a pu voir, et souvent on entend dans les différents journaux que des salariés ont failli perdre leur usine et finalement ils la rachètent et ils deviennent Oui. actionnaires à leur tour. Et du coup, ça crée une autre dynamique parce que finalement, jusqu'à présent, on était juste le collaborateur salarié et demain, on devient le patron de l'entreprise à part égale. Donc, ça mobilise les collaborateurs. On a constaté moins de vols aussi, typiquement. Parce que quelque part, quand vous devenez votre propre patron, vous n'allez pas vous voler vous-même. Ça paraît logique. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on peut, parfois, dans des situations critiques, rebondir finalement sur quelque chose de plus vertueux. Moi, je pensais tout à l'heure par rapport à tous les événements qu'on a abordés, le côté annuel, le côté rituel. Je pense au marathon. Lorsqu'on n'a pas toujours les moyens dans l'entreprise de faire quelque chose en interne, parce que pas de budget, pas les collaborateurs, tout le monde n'est pas forcément impliqué. Je pense à toutes ces actions comme Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein. Je pense, je sais par exemple chez NJ GBS où je travaille actuellement, ce qu'ils ont initié, c'est la course contre la mucoviscidose qui s'appelle les Virades de l'Espoir au Parc de Sceaux, typiquement en septembre. C'est un rendez-vous annuel. Et ce que je trouve sympa, indépendamment de vraiment contribuer à cette cause et faire en sorte que des gens se mobilisent, c'est aussi le mélange des entités. C'est-à-dire que c'est pas que l'entité de GBS qui joue, c'est tous les collaborateurs du groupe NJ. Et donc, du coup, ça crée de la transversalité, ça crée de la cohésion. Voilà, les gens apprennent à se connaître entre eux. Enfin, du coup, ça crée des passerelles qui n'existeraient pas si ils ne se retrouvaient pas sur cet événement sportif. Donc, je trouve Très ça clair. génial, quoi. Très clair. Et alors, je vois dans le chat alors Nadine qui dit qu'elle est d'accord avec ce que dit Angélica. Il y a plutôt de la division quand il y a des problèmes de management. Bon, ça, c'est évident. Donc, c'est peut-être le moyen de
de prendre le contre-pied et puis beaucoup qui nous partagent un peu leurs propres rituels. Je vois, il y a beaucoup de choses autour de Noël. Je ne sais pas si c'est parce que Noël approche et on s'en parle, mais c'est vrai que ça, c'est vraiment l'événement dans l'entreprise. J'ai vu le concours de la meilleure quiche passer. Moi, je sais qu'on faisait le concours du pull moche. Alors, à l'époque, c'était quelque chose de nouveau. Maintenant, c'est devenu un peu plus une trend, hein, le concours du pull moche de Noël. Ça fait toujours son effet. Alors, je vois le temps qui défile. Alors, je vous propose qu'on avance sur les derniers défis avant d'aborder justement la dernière partie un peu plus financière et convaincre la hiérarchie. Alors, on en a déjà un peu évoqué auparavant, challenge entre équipes, pour pas qu'on soit trop redondant non plus. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter, Louis? Non, peut-être rebondir sur tout à l'heure, Angelica, tu parlais de la gamification. Ben là, en fait, c'est travailler là-dessus. C'est de dire que, OK, parfois, il y a une petite rivalité entre les équipes. C'est entre le négatif et le positif. Ça dépend de l'intensité. Mais en fait, on peut jouer là-dessus pour en fait, créer de l'engagement et donner envie aux gens de se dépasser et de participer. Donc, ça renforce à la fois entre et à l'intérieur des équipes. Voilà. Et moi, je compléterais avec l'inter-entreprise. C'est-à-dire qu'on peut faire des activités dans l'entreprise entre équipes, mais on peut aussi ouvrir à ce que les entreprises se connaissent, souvent dans des zones d'activité. Il y a 4-5 entreprises qui sont effectivement dans la même zone géographique. Et finalement, les jeux internationaux, enfin, les jeux entre entreprises permettent aussi à des collaborateurs de faire du business aussi naturellement, parce que en faisant du sport ensemble, du coup, il y a aussi une synergie qui se crée. Donc, je trouve ça génial aussi de pouvoir ouvrir un peu les portes en dehors d'entreprise. J'allais dire dans le même sens. Pardon, vas-y. Non, ce que j'allais dire était juste dans le même sens. Nous, au-delà de entre équipes, c'est pas la compta VS les RH VS les développeurs. C'est on mélange les équipes. Comme ça permet aussi aux gens de se connaître intra-équipe. Oui, j'allais juste dire que nous, bien sûr, chez Urban Soft Club, on fait du sport avec nos clients, mais c'est aussi très lié à notre activité. Mais je pense que tout peut être fait. On voit même des recrutements via le sport. Enfin, ça peut être utilisé vraiment partout. Très, très, très clair. J'essaie de suivre en même temps. Ça parle beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le chat. Donc, j'essaie de ne pas vous perdre et en même temps de suivre ce qui se dit. Mais je vois que ça communique entre participants. Il y a des partages de bonnes pratiques super intéressants. Peut-être pour finaliser sur les événements, on a déjà parlé du team building. J'aimerais bien quand même avoir un exemple du côté de Pictarine de ce que vous mettez en place en termes de team building. Je vais y arriver. Team building, c'est dur à dire le jeudi. Est-ce que tu as des exemples à nous partager, Marine, de ce que vous faites chez vous? Oui, alors il y a team building d'équipe, nous ça peut être soit grande équipe, donc Pictarine, et là c'est un peu tout ce qu'on a dit depuis le début, le sport, l'atelier d'improvisation, ce genre de choses, mais on essaye aussi de faire à l'intérieur des plus petites équipes, et là souvent on donne un budget aux équipes et on leur dit allez-y banco, amusez-vous. Donc ça peut être un cours de cuisine et un resto par exemple. C'est des choses assez classiques, mais au final, qu'est-ce qui fait plaisir aux gens? On en revient toujours là, on en revient à ce côté sondé, karting, ça peut être plein de choses différentes. On essaye de favoriser les choses où il y a de la collaboration entre les gens. Le cours de cuisine, on collabore par exemple avec les autres. Le karting, c'est très individuel, donc on n'obtient pas du tout la même chose. Donc toujours penser quel est l'objectif qu'on veut dans un team building. Oui. Est-ce qu'on veut du lien? Est-ce qu'on veut du fun? Est-ce qu'on veut… Enfin voilà, réfléchir à la finalité, parce qu'en fonction des activités qu'on va choisir, on n'obtiendra pas la même chose. Super intéressant de se questionner aussi sur le choix de l'activité. C'est vrai que ce n'est pas une évidence et pourtant, ça a un impact. Et alors, ça permet de compléter avec une autre typologie d'événements. Le grand événement sportif, qu'est-ce que tu entends par là, Loïs, ce grand événement sportif? Angelica en a aussi parlé et c'est un dispositif, là aussi pour le coup, qui est très utilisé par les entreprises parce qu'en fait, il permet de combiner de la visibilité pour la marque employeur et un projet commun pour les salariés. Donc, ça va être en effet Octobre Rose, une course comme la Parisienne. Ah oui, voilà. Je l'ai vu passer dans le chat à plusieurs reprises. Beaucoup qui parlaient de ça marche très, très bien parce que forcément, l'entreprise y trouve un intérêt en termes d'image de marque. Donc, c'est entre guillemets facile à vendre en tant que RH à sa hiérarchie. Et souvent, c'est bien parce que c'est un premier pas. Mais à nouveau, c'est super de faire ça, mais ça ne suffit pas parce que souvent, c'est des courses. Tout le monde ne court pas. Tout le monde n'a pas envie de courir. Mais donc,
oui, super, mais si c'est que ça, bah, disons que voilà, c'est un peu limité et ça ne permet pas à tous les salariés d'en bénéficier, quoi. Et Il le y a aussi une challenge question sur le mois… d'exemplarité. Pardon, Je vas-y. je vais juste, Anaïs, excuse-moi. Ce qui est un peu intéressant par rapport au JO, je pense à JO de Paris, c'est qu'il y a Ah oui, énormément de jeunes, en ayant vu des pratiques sportives, en septembre, ils ont tous voulu faire du ping-pong ou n'importe quelle activité qu'ils ont vue, qu'ils ont trouvé. ça y est. Je trouve que voilà, il y avait l'engouement, indépendamment de ne pas être sportif, les gens ont participé, les friend zones étaient top, mais il y a aussi cet engouement de se dire, bah tiens, je connaissais pas le sport et bah, moi aussi j'ai envie d'en faire. Donc ça, c'est aussi, ça embarque. C'est clair que c'est le meilleur moment là, c'est une opportunité pour les entreprises vraiment de lancer des actions sur le sport et le bien-être parce que, bah, en effet, on a une visibilité qu'on n'aura pas peut-être avant des décennies, quoi. C'est clair. Et pour compléter, challenge sur le mois. Alors ça, Angelica, on a déjà abordé avec le côté, avec l'application qu'elle évoquait, challenge avec le nombre de pas. J'aimerais bien qu'on enchaîne sur la partie calcul, budget, tout ça, parce que je sais que beaucoup sont en attente. Mais est-ce qu'il y a des derniers points abordés sur ce dernier type d'événement? Vous pensez à des choses avant qu'on avance? Dites-moi. Sinon, j'avance. Oui, peut-être rapidement, c'est qu'à chaque mois, par exemple, on peut proposer un KPI, donc un indicateur différent qui fait gagner une personne selon le nombre de fois qu'elle a fait du sport Ah dans oui. le mois, le nombre de sports différents qu'elle a fait dans le mois, le nombre de sessions de sport qui ont été faites avec des collègues, pour qu'en fait, chaque mois, ce soit quelqu'un de différent qui gagne. Et c'est à nouveau de la gamification, ça crée de l'émulation, quelqu'un est mis en avant parce qu'il a gagné. Enfin voilà, c'est juste fun et bon enfant, quoi. Très sympa comme mode opératoire. Alors, calculer et prouver. Alors, déjà, la première question peut-être, c'est comment est-ce qu'on va aller convaincre en interne? Donc là, je pense qu'Angelica, tu as des billes à nous partager, mais Louis, tu as aussi des billes à nous partager sur le côté calcul et preuve. Si vous voulez nous briefer pour qu'on reparte avec des idées, des leviers, et pour pouvoir derrière se dire, OK, voilà ce que je vais pouvoir activer moi, chez moi, pour convaincre ma hiérarchie. Bah, déjà, pour pouvoir calculer, il faut mesurer. Donc, il faut avoir mesuré des choses avant l'implémentation du dispositif, continuer à les mesurer de la même façon dans le futur pour pouvoir peut-être observer des modifications positives, on espère, de ces indicateurs. Donc, souvent, les SIRH incluent des rounds successifs mensuels ou trimestriels ou annuels sur des indicateurs de bien-être, etc. Bah, on peut voir, si on met une politique vraiment ambitieuse avec des choses fréquentes, on peut espérer que ces indicateurs changent. Et puis également, on a parlé des questionnaires avant les événements, mais il faut en faire aussi après pour pouvoir comprendre si c'est bien, si ça a plu, du coup, si on veut le refaire, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour la fois suivante, pour être constamment dans l'amélioration et pouvoir proposer quelque chose qui plaît en fait de plus en plus. Et puis, il faut aussi rester à l'écoute des bonnes pratiques des autres entreprises pour faire une veille et comprendre ce qui est fait. Il y a aussi une autre façon de faire. On a parlé du fait d'inclure les salariés en leur proposant un rôle différent à chaque fois. Mais pareil pour les managers et le top management, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un cercle en fait, des managers sur ces sujets-là qui se rencontrent à intervalles réguliers pour en fait faire de ce sujet un sujet central et en discuter entre décisionnaires. Voilà. Dans un monde idéal, la direction, elle est déjà convaincue. Et on a déjà une culture. Alors moi, j'aimerais bien justement que Marine, tu nous partages un peu de la culture de Pictarine, parce que finalement, c'est vraiment l'exemple idéal, Pictarine, parce que si je dis pas de bêtises, vous êtes déjà dans une culture qui facilite derrière la mise en place de ce genre d'initiative. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pour souligner à quel point justement il y a l'importance de cette culture d'entreprise, elle est primordiale pour que ça fonctionne? Bien sûr. Je pense qu'on a la chance chez Pictarine d'avoir des fondateurs qui étaient convaincus de ça à la base. Donc même quand Pictarine est né et qu'il y avait 1, 2, 3, 4, 10 personnes, déjà il y avait ces initiatives qui n'étaient peut-être pas aussi bien organisées que maintenant, peut-être pas aussi bien structurées, mais déjà existantes. Donc avoir du top management qui croit dans le bienfait de tout ce qu'on vient de dire, c'est vraiment primordial.
c'est important de l'écrire noir sur blanc dans les valeurs, donc peu importe la façon que ça prend, mais d'avoir ce côté, en fait, on souhaite révéler chaque potentiel, chaque passion, et ça passe par le fait d'être bien dans ses baskets. Sur tout ce qui est calculé, il y a parfois du top management qui se focus vraiment sur des indices de business, de turnover, mais il y a des indicateurs qui sont beaucoup plus difficiles à mesurer, l'indice de confiance, l'indice de bien-être, ce genre de choses. Et toutes ces initiatives dont on a parlé, ça va participer à l'indice de confiance. Et après, quand on prend des virages, quand on doit faire des changements, les collaborateurs adhèrent plus facilement parce qu'ils ont confiance dans la boîte pour laquelle ils travaillent. Et tout ça, ça participe à ce cercle vertueux dont on parlait au début. Donc, c'est difficile, je pense, de convaincre par les chiffres parce que souvent, ça prend du budget, mais le gain financier n'est pas évident de prime abord, et pourtant, il est Ouais. bien, et pourtant, il est bien là. Mmh. Parce qu'on connaît le coût d'un recrutement, ça coûte extrêmement cher, donc avoir de la Mmh. rétention, c'est hyper important. Mmh. Et Angelica, qui est-ce qui porte ce sujet alors dans l'entreprise? Alors, c'est intéressant de ce que Marine disait, c'est le côté investir justement dans le collaborateur qui porte le sujet. Concrètement, c'est souvent le RH ou le responsable qualité du travail qui a des missions dans ce sens. Mais ce que je voudrais, moi, je voudrais insister sur le fait que pour convaincre une direction, il faut parler le même langage. C'est-à-dire quand on parle à un DRH ou un dirigeant, ce qui lui importe, c'est de faire de la rentabilité, de la productivité. Donc, on va parler chiffres, on va parler argent. Et quand on voit aujourd'hui que, en gros, entre l'absentéisme, le stress, qui représente déjà, dans certaines études, ils disent qu'on a 17 jours d'absentéisme et derrière, ça coûte 14 ou 15 000 euros par salarié par an justement de personnes malades. Peut-être que cet argent pourrait être investi dans des actions de qualité de vie au travail avec l'aspect sport, alimentation, sommeil, etc., tous ces sujets, parce qu'on traite de l'humain. On oublie souvent que chacun a des besoins physiologiques, des besoins psychologiques et autres pour pouvoir se sentir bien au travail. Donc, finalement, ça peut être porté par tous. Ça peut être le collaborateur qui vient avec une idée. Voilà, j'ai testé cette activité et si on la faisait tous ensemble, ça peut être porté par les RH parce qu'il y a un vrai sujet de sensibilisation et de prévention santé-sécurité. Donc c'est embarqué avec la direction. Ça peut être aussi le dirigeant qui est un fou de sport. Je pense à Mano Mano qui a installé une salle de boxe et du coup, les collaborateurs qui ont envie de s'initier à cette activité en profitent parce que le dirigeant est fou de cette activité. Donc, il y a plein de façons, en fait, aujourd'hui d'embarquer tout le monde. Mais je pense que le plus important, c'est de se dire, si je paye de l'argent, si j'investis justement cet argent pour prendre soin de mes collaborateurs, c'est tout l'argent que je ne dépenserai pas à des burn-out, à des turnovers. Mmh. Et on sait à quel point le coût du recrutement peut coûter cher. Et d'ailleurs, la baisse des arrêts, c'est un indicateur, parce que je vois Floriane qui pose la question, je vois que Louis lui a répondu dans le chat. La baisse des arrêts, ça peut être un indicateur pour convaincre et pour prouver le gain financier. Et il y avait une question sous-jacente aussi, elle a été apparue à plusieurs reprises dans le chat, c'est la partie financement. Aujourd'hui, il y a des moyens d'être aidé pour financer des dispositifs. Je crois, Loïs, tu as peut-être des choses à nous partager sur ça. Aujourd'hui, moi, j'ai une entreprise et je me dis, je veux de l'aide pour pouvoir financer tout ça. Comment je fais? Yes. Déjà, si on a un CSE, selon la taille de l'entreprise, on a forcément un budget dédié. Donc, ça doit être une collaboration entre les ressources humaines et les CSE. Nous, on a des clients qui financent à 100% par les CSE, d'autres 100% par les RH, quand c'est une culture d'entreprise vraiment très forte, comme chez Pétarine, par exemple, j'imagine, ou un mix des deux. Mais à nouveau, j'invite les RH, même si c'est financé par le CSE, à garder de l'ownership sur leur dispositif pour en faire un outil d'entreprise. Et puis, une raison supplémentaire pour laquelle c'est important pour l'entreprise de s'investir sur ces sujets, c'est que 66% des Français indiquent renoncer à pratiquer un sport pour des raisons financières et d'accessibilité. Donc, c'est énorme. C'est-à-dire que les gens n'ont pas toujours le choix financièrement de faire du sport. C'est un baromètre IFIT avec Harris Interactive. Donc, c'est vraiment une nécessité pour l'entreprise de supporter cet effort-là parce que c'est à son avantage. En effet, on a parlé de la réduction des arrêts maladie, mais il y a aussi
beaucoup d'autres bienfaits qui sont prouvés et ceux liés à la productivité, à la créativité. Donc, pour que l'entreprise en fait performe, il faut qu'elle voit ses salariés comme des êtres humains et pas que comme des petites mains qui tapent sur un clavier. Et du coup, des êtres humains, ils ont un corps et un esprit, une santé mentale. Et donc, il faut que l'entreprise se positionne sur tous ces sujets. Mais à nouveau, de dire qu'en fait, ce n'est pas des dispositifs qui coûtent forcément cher du tout. Ça, par exemple, Urban Force Club, selon le nombre de salariés, ça peut être quelques euros ou quelques dizaines d'euros par salarié qui utilise par mois. Donc, c'est un dispositif qui coûte de l'argent, mais qui est un investissement et qui n'est pas non plus un investissement démesuré, en fait. C'est-à-dire que c'est ça. Et puis, c'est un avantage salarial, c'est-à-dire que ça peut faire partie du package, en fait. On peut le mettre en avant sur les fiches de poste. On peut en parler dès les phases de recrutement. En fait, c'est des choses qui convainquent les gens parce que ces personnes… Ça fait du bien à la marque employeur. Exactement. Donc, en effet, tu parlais, Marine, des difficultés de recrutement. Un recrutement, ça coûte tellement cher que fidéliser une personne pour qu'elle reste et qu'elle soit plus présente parce que moins de rémalidés, etc., c'est un gain financier direct pour l'entreprise. Bon, on est désolé, on est un peu débordé. Bon, là, on s'est laissé entraîner par le sujet. Je vois qu'il est 5. Et oui, bon, ben voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas débordé comme ça sur un webinar. Peut-être que ça peut être une belle manière aussi de conclure le sujet. Je peux vous proposer peut-être un petit mot de la fin avant qu'on se quitte, maintenant qu'on a à peu près balayé tout ce qu'on voulait aborder aujourd'hui. J'ai vu que les questions, on y a répondu au fil de l'eau. Je ne crois pas qu'on ait laissé quelqu'un de côté. Faites-moi signe si vous avez des questions. Et de toute façon, vous pourrez évidemment contacter nos intervenants si jamais des questions sont restées en suspens. Peut-être un petit mot de la fin avant de se quitter. Angelica, allez, je te donne l'honneur. Moi, je dirais que faire du sport, c'est avant toute chose prendre du plaisir, s'écouter, aller par petits pas. Hein. Le but, c'est pas de faire un marathon du jour au lendemain. Hein. Donc, c'est vraiment de tester plein d'activités différentes jusqu'à trouver celle qui vous correspond. Et ensuite, de temps en temps, vous mettre un petit coup de pied aux fesses parce que c'est vrai que quand il fait froid, quand on est un peu fatigué, on n'a pas forcément toujours envie d'y aller. Mais finalement, quand on y va, moi, je fais par exemple du yoga les samedis matins, c'est un rendez-vous avec moi-même. Donc, c'est déjà dans mon agenda et pour rien au monde, je le louperai. Donc, c'est des moments de détente et de plaisir. Voilà, c'est ce que j'aurais envie de dire et de partager avec vous tous. Marine? Oui, alors moi, pour terminer, ce que je peux peut-être dire, c'est l'importance je ne vais pas dire faire plaisir, parce que ça n'est pas que de l'ordre de faire plaisir, mais de prendre soin des collaborateurs. Je pense que c'est un de nos rôles principaux en tant que RH, faire attention aux gens. Et on a souvent des collaborateurs qui regorgent de talent. Donc ça aussi, dans les idées quand on n'a pas trop de budget, appuyez-vous sur les collaborateurs. Ils sont tous souvent passionnés d'un sport, d'une activité, d'un loisir. Et eux, mieux que personne, peuvent porter des projets et ça ne coûte pas grand-chose, parfois juste un tout petit peu d'équipement. Et ça vaut vraiment le coup. Ils sont les mieux placés. C'est une belle conclusion. Et Loïs, un petit dernier mot avant de se quitter? Oui, peut-être de dire que de ne pas être découragé si la culture de votre entreprise n'est pas pour l'instant hyper favorable à ce genre de dispositif, parce qu'en fait, la culture d'entreprise, ça change, c'est lent, mais ça peut changer. Et mettre petit à petit ce genre d'événement, en fait, ça peut convaincre les salariés et le top management de changer les choses. Donc, en fait, c'est pas tout blanc, tout noir. En effet, là, on a eu l'exemple de Pétarine qui est un best player sur Un ces… bel exemple. Mais en fait, on n'a pas besoin d'avoir un pro de boxe comme chez Mano Mano ou des hyper sportifs comme chez Pétarine pour mettre des choses en place. Vraiment, il faut juste commencer petit, accepter que le dispositif sera raisonnable au départ et ensuite faire grossir. Top.
Bah, écoutez, merci à vous. Encore navrée d'avoir débordé comme ça, mais je vois qu'il y a encore du monde, hein, on a encore beaucoup de participants, donc c'est chouette. Je vois qu'il y a encore des petites questions sur les financements, mais n'hésitez pas à contacter, je vois Nadine qui demande: «Est-ce que Louise peut me réexpliquer, les dispositifs financiers?» Mais vous pouvez absolument contacter Louise après le webinaire avec plaisir. Moi, il me reste à vous donner rendez-vous au mois de novembre, hein. Là, les webinaires, pour le mois d'octobre, c'est terminé pour l'instant avec, Culture RH. On se retrouve en novembre pour une nouvelle édition. On parlera paye. C'est un peu moins glamour, hein, tout de suite. Mais bon, c'est aussi ça, les ressources humaines, hein, c'est aussi la paye. Mais voilà, on abordera toutes les actus de la paye et puis je vous remets le lien dans le chat pour retrouver toutes nos prochaines éditions sur mois de novembre. Moi, comme d'habitude, vous me retrouvez sur LinkedIn, hein, je suis là, toujours là, fidèle au poste. Et puis, vraiment, merci à vous trois parce que je pense qu'on a délivré un webinaire très riche. C'est un peu frustrant, on est à chaque fois un peu pressé par le temps, on a toujours envie de partager plein de choses. On voudrait faire des webinaires qui durent 2 heures, mais c'est pas possible. À un moment donné, il faut aller travailler. Donc, merci à vous trois, c'était super. Merci Loïs, merci Marine, merci Angelica. Et puis, il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée et vous dire à très bientôt tout le monde. Merci à Merci vous. beaucoup. Oui, merci Anaïs. Merci.